Un renversement chiffré bouscule le nord du Burkina Faso. Là où la peur vidait les routes, les puits redeviennent fréquentés et les marchés reprennent un bourdonnement que peu de scénarios prudents osaient attendre récemment. Que vaut, pour ceux qui regardent Ibrahim Traoré comme le visage précaire d'une rupture possible, cette inversion quand chaque trajet reste un calcul de risque, peut-être le début mesuré d'un pays qui apprend à respirer sans fuir au premier signal. Ce chapitre s'engage à comprendre comment une transformation longtemps jugée improbable a pu s'installer dans le nord du Burkina Faso, sans proclamation spectaculaire ni récit triomphal. Pour le public, l'intérêt est simple: lire des faits clair, mesurable, vérifiable. L'enjeu est concret. Une amélioration locale, même minuscule, peut déplacer l'équilibre national si elle se répète assez longtemps pour devenir une routine. Dans un territoire où l'effondrement sécuritaire avait remodelé la carte humaine, la réouverture d'un marché, la remise en service d'un puits ou le retour régulier d'élèves cessent d'être des anecdotes. Ils deviennent des indicateurs silencieux. Ils disent si la peur recule réellement ou si elle ne fait que changer de forme. Le point clé n'est pas la visibilité d'un dirigeant, mais la capacité d'un pays à transformer une amélioration fragile en normalité durable. Ibrahim Traoré apparaît ici comme un point de convergence où se lisent attentes, doutes et projections collectives. Et une question guide la suite. Quelles micro-stabilités sont assez solides pour recomposer une trajectoire entière? Plus d'1 million de personnes déplacées commencent à revenir dans le nord du Burkina Faso, inversant une dynamique que beaucoup jugeaient d'irréversible. Ce seuil, confirmé par les autorités locales, signifie qu'un territoire vidé retrouve assez de densité humaine pour faire renaître des routines viables. Cette bascule ne vient pas d'un événement isolé, mais d'une séquence méthodique où les preuves se lisent d'abord dans des détails discrets. Les puits sont de nouveau fréquentés sans escorte permanente. Les marchés rouvrent à intervalles réguliers. Les écoles, parfois précaires, accueillent de nouveau des élèves de manière continue. Pris séparément, ces signaux peuvent sembler modestes, mis bout à bout, ils dessinent une trajectoire qui se redresse. Ce qui compte n'est pas l'effet spectaculaire, mais la répétition. Un geste ordinaire qui tient une semaine, puis deux, puis plusieurs. La chronologie est lisible. D'abord, une phase de sécurisation ouvre des corridors essentiels et neutralise les menaces immédiates, juste assez pour rétablir une circulation minimale. Ensuite, une phase d'ancrage s'installe. Des unités civiles demeurent sur place, arbitrent les litiges mineurs et restaurent une confiance quotidienne. Ce passage du dégagé au tenir est décisif parce qu'il transforme une zone libérée en espace habitable. Les familles ne se finent plus à des rumeurs. Elles évaluent des critères observables répétés dans le temps. L'eau est-elle accessible sans incident? Les trajets vers les champs se font-ils sans alerte? Les marchés fonctionnent-ils plusieurs jours d'affilée? C'est dans ce cadre qu'intervient Ibrahim Traoré, non comme figure héroïque, mais comme acteur structurant d'une architecture qui privilégie la durée. Sa ligne directrice se lit dans la continuité des actes, plus que dans l'annonce des intentions. Lorsque les patrouilles restent, les habitudes reviennent. Et lorsque les habitudes reviennent, la peur recule par couches successives. La question ouverte, celle qui répond au doute initial, devient alors précise. Si cette inversion est possible et c'est possible ici, qu'indique-t-elle pour l'équilibre du pays tout entier? À Bouledoumohoun, le premier signe du changement n'a pas été une annonce officielle, mais un étal rouvert au lever du jour. Une femme âgée explique qu'elle a recommencé à vendre du mil dès que les patrouilles mixtes sont restées plusieurs semaines sans interruption. Au départ, l'enjeu n'était pas l'argent, c'était la possibilité de rester sur la place du marché sans surveiller l'horizon à chaque minute. Ce simple geste a attiré d'autres vendeurs, puis des acheteurs réguliers.
Le village a retrouvé un rythme qu'il avait perdu, lentement mais visiblement. Dans un village voisin, un professeur raconte une transformation tout aussi discrète. Ses élèves, dispersés à des dizaines de kilomètres pendant les années de fuite, reviennent progressivement dès qu'un poste mobile demeure ouvert plus de 2 semaines. L'école devient un repère stable, même sans infrastructure complète. Ce n'est pas la qualité du bâtiment qui rassure les familles, mais la continuité des horaires et la prévisibilité des trajets. Ces deux scènes servent de fil conducteur. Elles montrent une logique commune. La stabilisation ne commence pas par des projets massifs, mais par la possibilité de répéter des gestes ordinaires sans rupture. Vendre, enseigner, aller chercher de l'eau cessent d'être des actes à haut risque pour redevenir des routines. Dans ce cadre, l'action impulsée sous Ibrahim Traoré se lie moins dans les symboles que dans ses effets précoces. La présence durable ne crée pas une normalité miraculeuse. Elle permet aux habitants de tester jour après jour si la normalité tient. Quand la routine revient, la stabilité commence vraiment. Avant 2022, le nord du Burkina Faso suivait une logique de délitement continu. Les routes se coupaient comme des artères sectionnées. Les marchés se vidaient en chaînes. Les écoles se fermaient en quelques heures dès qu'une alerte circulait. La fuite devenait la réponse rationnelle. La peur imposait son calendrier. Puis, la séquence change de nature. Après 2022, le tempo cesse d'être uniquement réactif. Une architecture progressive s'installe. Elle vise moins à produire un moment spectaculaire qu'à rendre un territoire récupérable dans la durée. Le déclenchement intervient lorsque l'effondrement sécuritaire atteint un seuil critique. Des groupes armés contrôlent des zones entières. Les déplacements massifs se multiplient, les villages se fragmentent, toute activité prévisible devient impossible. Dans ce contexte, la logique affichée est simple: dégager puis j'y tenir. Ibrahim Traoré affirme que la survie collective ne peut plus dépendre d'interventions ponctuelles ni d'un rythme dicté de l'extérieur. Cette ligne n'est pas une formule, elle devient un mode opératoire. La première étape est l'ouverture des corridors. Des unités d'intervention rapide sont déployées avec un mandat précis: neutraliser les menaces immédiates et rétablir une circulation minimale. L'objectif n'est pas une conquête symbolique, c'est le déblocage. Une route praticable rend possible l'accès aux champs. Un axe sécurisé permet l'acheminement de biens essentiels. Un segment rouvert reconnecte des communes isolées. L'espace respire mais reste fragile. Les retours demeurent prudents. Le point de bascule arrive lorsque la phase civile prend le relais sans rupture. Les patrouilles ne repartent pas après l'opération. Elles s'installent. Des unités mobiles de police et des équipes civiles demeurent sur place. Elles arbitrent des conflits mineurs. Elles organisent les déplacements vers les points d'eau. Elles accompagnent la réouverture progressive des écoles. La différence se joue là. Une zone dégagée devient une zone habitable. Les habitants observent. Ils testent, ils ajustent, ils comptent les jours. Ensuite vient la montée en puissance des signaux. Les marchés rouvrent plusieurs jours de suite. Les enseignants maintiennent des horaires réguliers. Les trajets vers les champs se font sans escorte systématique. Les puits redeviennent fréquentés sans attroupement défensif. Chaque répétition valide la précédente. La perception du risque se modifie non par optimisme abstrait, mais par accumulation de preuves simples. Les familles ne reviennent pas parce qu'elles croient à une promesse. Elles reviennent parce qu'elles voient une continuité. Le pic de la séquence n'est donc pas une bataille visible. C'est une somme de gestes, un étal qui rouvre, une classe qui recommence, une route qui reste praticable, une place de marché qui retrouve un bruit régulier.
Dans ce mécanisme, Ibrahim Traoré apparaît comme un fil conducteur plutôt que comme un point culminant. Il relie le déclenchement, la tenue et l'ancrage par une même exigence de durée. Puis viennent les répliques, la phase la plus décisive. Une fois les routines installées, elles produisent leur propre inertie. Un marché animé attire d'autres vendeurs. Une école ouverte encourage d'autres retours. La densité sociale retrouvée rend toute reprise plus coûteuse. La stabilité ne repose plus seulement sur la force, elle repose sur la vie qui revient. Et la question qui s'ouvre déjà est la plus exigeante. Qu'est-ce qui peut briser cette continuité et à quel prix? Pour comprendre l'écart actuel, il faut repartir du point bas, puis regarder comment les comportements ont changé. Au point bas, plus de 2 millions de personnes ont fui les zones rurales. Ce niveau marque l'effondrement social quand la fuite devient norme. Aujourd'hui, plus d'1 million de déplacés sont revenus dans le nord. Ce retour signale un seuil de prévisibilité dépassé, malgré le danger. 28 bataillons d'intervention rapide ont été déployés pour tenir des corridors. Ce chiffre décrit un changement d'échelle conçu pour durer longtemps. Pris ensemble, ces repères ne valent pas comme trophée, mais comme indicateur de décision quotidienne. Le premier chiffre fixe une référence dure. Lorsque des millions partent, la vie locale elle cesse de fonctionner. Les services se désagrègent, les routes perdent leur utilité, les écoles se vident, les marchés se ferment. Le territoire devient un espace où l'on ne planifie plus, où l'on survit au jour le jour avec la fuite comme horizon. Toute amélioration doit donc être lue à partir de ce creux sans l'édulcorer. Le second chiffre, lui, ne dit pas tout va mieux. Il dit un nombre significatif de familles a jugé rationnel de revenir. Cette nuance est essentielle. Il ne s'agit pas d'un mouvement spontané ni d'un symbole politique. C'est une réévaluation du risque répétée à l'échelle de milliers de foyers. Le retour volontaire implique que des critères concrets sont devenus, au moins localement, plus stables que la peur. L'eau accessible sans incident, l'école ouverte plusieurs semaines, le marché fonctionnel à jour fixe, les trajets praticables sans alerte constante. Les familles ne parient pas sur un discours, elles parient sur la répétition de signaux observables. Le troisième repère explique en partie comment ces signaux deviennent possibles. Le déploiement structuré sert à ouvrir puis à tenir et surtout à éviter l'effet classique de relâchement après une opération. Une route praticable rend l'approvisionnement possible. Un axe sécurisé permet aux enseignants de revenir. Un corridor maintenu relance la présence des artisans, transporteurs, mécaniciens. La force initiale crée l'espace. La continuité en autorise l'usage. C'est ici que la lecture associée à Ibrahim Traoré devient plus technique que symbolique. Il ne s'agit pas d'un récit héroïque, mais d'une hypothèse opérationnelle. La sécurité n'est pas un état final, c'est une pratique cumulative. Les unités ouvrent, les unités civiles prolongent, les retours valident, puis ces retours densifient les marchés. Les marchés justifient davantage de présence civile. Et ce cycle, tant qu'il n'est pas rompu, produit une inertie sociale qui renforce chaque maillon. Mais ces chiffres montrent aussi ce qu'ils ne garantissent pas. Ils ne promettent ni une stabilité uniforme, ni une trajectoire linéaire. Ils attestent d'une variation mesurable des comportements, condition nécessaire à toute stabilisation durable. L'enjeu devient donc moins d'additionner des succès que de préserver l'écart dans le temps. Une question s'impose, plus exigeante que l'enthousiasme ou le scepticisme: qu'est-ce qui permet à ces indicateurs de rester vrais demain lorsque la pression se déplace ailleurs? Deux lectures majeures coexistent pour interpréter la trajectoire récente du Burkina Faso, et chacune mérite d'être formulée dans sa version la plus solide, sans caricature. La première lecture soutient que la stabilisation observée n'est qu'une militarisation progressive, habillée d'indices rassurants. Ses partisans soulignent l'augmentation du nombre d'unités armées, la centralisation du pouvoir
et le report des échéances politiques comme des signaux classiques d'une dérive sécuritaire durable. Dans cette perspective, les marchés rouverts et les retours de population seraient réversibles, dépendant d'une présence coercitive appelée à s'étendre plutôt qu'à se retirer. L'histoire récente du Sahel, marquée par des séquences d'accalmie suivies de ruptures, nourrit cette prudence. La normalité peut être un décor qui tient tant que la force reste visible, mais s'effondre dès qu'elle se déplace. La seconde lecture part du terrain et inverse la focale. Elle affirme que la stabilisation ne se mesure pas d'abord à la visibilité des forces, mais au comportement qu'elles rendent possible et à la densification sociale qu'elles déclenchent. Le retour de plus d'1 million de déplacés, la reprise régulière des écoles et l'usage quotidien des puits sans escorte constitueraient, selon cette approche, des indicateurs plus robustes que les déclarations politiques. Les habitants ne décriraient pas une domination accrue. Ils décriraient la possibilité retrouvée de planifier une journée, puis une semaine, sans anticiper une fuite immédiate. Or, cette capacité à prévoir, même modestement, serait incompatible avec une simple illusion sécuritaire. L'épreuve décisive entre ces deux lectures réside dans la durée et la cohérence des gestes observables. Si la militarisation était la variable dominante, on verrait une stabilisation statique, des zones tenues, mais sans densification réelle, sans inertie sociale, sans reprise autonome des routines. À l'inverse, les signaux décrits sur le terrain suggèrent un mécanisme plus dynamique. Plus il y a de retours, plus les marchés se densifient, plus les marchés fonctionnent, plus la présence civile devient justifiée. Plus la vie ordinaire s'organise, moins elle dépend d'une surveillance constante. Dans ce cadre, l'action associée à Ibrahim Traoré peut être évaluée sans adhésion ni rejet préalable. Elle n'est ni une garantie de succès, ni une preuve de dérive en soi. Elle est une hypothèse. La continuité sécuritaire peut enclencher une inertie sociale capable de se renforcer elle-même. Si cette inertie se maintient, la lecture pessimiste perd de sa force. Si elle se brise, elle retrouve toute sa pertinence. Le tournant est comportemental. Dans plusieurs villages du Nord, les retours ont atteint une masse suffisante pour modifier le rythme même des journées. Les femmes ne se déplacent plus en groupe compact vers les puits réfrés. Les enseignants maintiennent des horaires réguliers, non par injonction, mais parce que les élèves sont présents. Les marchés fonctionnent selon des jours prévisibles, attirant vendeurs et acheteurs sans coordination formelle. Ce point de bascule révèle une dynamique souvent négligée. La sécurité cesse d'être perçue comme une condition exceptionnelle et commence à être intégrée comme une donnée ordinaire. Lorsque cette perception s'installe, elle transforme les calculs individuels. Les familles n'attendent plus une garantie absolue. Elles testent la continuité. Chaque journée sans rupture renforce la décision de rester, puis d'investir à nouveau dans des gestes simples. Ibrahim Traoré réapparaît ici sous un autre angle. Il ne s'agit plus seulement d'ouvrir des corridors ni de maintenir des unités, mais de permettre aux communautés de convertir cette présence en habitude durable. La stabilisation n'est plus seulement tenue, elle est appropriée. À mi-parcours, un renversement silencieux se dessine. Tant que la routine progresse, la trajectoire tient. Et cette normalité retrouvée déplace l'équilibre du conflit, sans annonce, sans symbole, mais avec une force cumulative. À l'échelle de l'État, la stabilisation progressive modifie d'abord une chose simple, la perception de la présence publique. Là où l'administration avait disparu, la continuité sécuritaire permet le retour de services élémentaires. Les routes principales rouvrent par segments, reconnectant des communes longtemps isolées. Cette réouverture ne ressemble pas à un retour triomphal. Elle ressemble à une régularité retrouvée. Dans ce cadre, l'architecture impulsée sous Ibrahim Traoré agit comme un cadre opératoire. Elle rend possible une visibilité fonctionnelle de l'État.
non par discours, mais par la répétition de gestes rendus praticables. Pour les acteurs économiques, l'effet le plus immédiat est la réactivation des circuits courts. La réouverture des marchés relance des échanges essentiels à la survie locale. Céréales, légumes, bétail, pièces de réparation, transport. La reprise ne crée pas une prospérité soudaine, elle restaure une capacité de planification. Pouvoir anticiper une semaine, parfois un mois, change la logique des ménages et des commerçants. On accepte de stocker, de se déplacer, de revenir à date fixe. Cette prévisibilité attire artisans, mécaniciens et transporteurs, même à un niveau minimal. Dans une économie fragilisée, ce minimum est déjà une différence structurelle. Pour les habitants, la conséquence la plus palpable est le déplacement du risque dans l'intime. L'accès à l'eau sans escorte transforme la mobilité des femmes et la gestion quotidienne du temps. Les trajets cessent d'être des expéditions. Ils redeviennent des routines, avec une vigilance persistante, mais sans paralysie permanente. Le retour à l'école, même dans des conditions précaires, restructure la journée des familles. Les enseignants deviennent des repères et les enfants réinvestissent une continuité interrompue. Ici, la peur ne disparaît pas. Elle cesse d'organiser chaque décision. Ce glissement discret est souvent plus décisif que les annonces. À l'échelle régionale, la stabilisation crée un contraste qui pèse sur les équilibres du Sahel central. Les zones frontalières restent fragiles, mais l'intérieur du pays forme progressivement un espace tampon où la densité sociale rend les incursions plus coûteuses. Chaque village stabilisé devient un point d'ancrage. Il limite la circulation, complique la logistique, réduit l'effet de surprise. Cette dynamique n'exporte pas mécaniquement la stabilité, mais elle modifie les rapports de force locaux. Ces quatre niveaux d'impact se renforcent mutuellement. La présence publique facilite l'activité. L'activité densifie la vie quotidienne. La densité rend la reprise plus difficile. Et cette boucle donne à l'action associée à Ibrahim Traoré un sens précis. Un catalyseur initial, jamais une garantie permanente. La question désormais n'est plus de savoir si ces conséquences existent, mais quelles conditions doivent rester vraies pour qu'elles ne s'effacent pas. Trois trajectoires plausibles se dessinent pour les 6 à 12 prochains mois, et elles dépendront moins d'annonces politiques que de la capacité des villages à maintenir les routines récemment reconquises. Les variables décisives sont déjà visibles. Continuité sécuritaire, services vitaux fonctionnels et densité sociale suffisante pour amortir les chocs. Dans une première hypothèse, celle de la continuité sans accélération. Les corridors sécurisés restent ouverts, les unités civiles demeurent dans les localités déjà stabilisées et les retours de famille se poursuivent à un rythme modéré. Les marchés fonctionnent régulièrement, mais avec une activité encore fragile. Les écoles maintiennent des horaires continus, parfois précaires. Les zones frontalières demeurent des points de tension sans toutefois inverser l'équilibre intérieur. Dans cette hypothèse, la stabilisation progresse par paliers avec des fluctuations locales, mais sans basculement global. Dans une hypothèse plus favorable, où l'inertie sociale se consolide, consolidation par inertie sociale, les systèmes vitaux gagnent en fiabilité. Puissent opérationnels, routes secondaires praticables plus longtemps, écoles plus régulières. Les réseaux d'entraide et les formes de coopération locale se renforcent, absorbant une partie des tensions du quotidien. Les échanges intervillages reprennent, densifiant les marchés et réduisant la dépendance à une présence sécuritaire visible. La stabilité devient en partie auto-entretenue. Plus la vie ordinaire se densifie, plus toute perturbation coûte cher à produire et moins elle réussit à se propager. Enfin, dans une hypothèse plus fragile,
marquée par des perturbations ciblées et ruptures partielles. Des incidents venus des zones frontalières interrompent des services essentiels, provoquent des déplacements temporaires ou forcent des redéploiements civils. Les villages isolés, dont la stabilisation repose sur une présence continue, seraient les plus exposés. Toutefois, même dans ce cas, un élément nouveau compte. Les communautés qui ont reconstitué des routines disposent d'une résilience plus forte. Elles évaluent, s'adaptent, attendent plutôt que de fuir immédiatement. Une recommandation de méthode s'impose, quel que soit le scénario. Il faut raisonner en conditions, non en certitude. Tant que l'eau reste accessible, que les trajets sont praticables et que l'école ouvre régulièrement, la stabilisation tient. Si l'une de ces conditions se rompt durablement, la trajectoire s'infléchit. La vraie question n'est donc pas qui a raison, mais quelles conditions doivent rester vraies chaque jour pour que la dynamique continue. Pour celui qui observe le Burkina Faso depuis l'extérieur, les chiffres et les cartes peuvent sembler abstraits. Pourtant, ce qui se passe dans les villages stabilisés renvoie à une expérience universelle, le moment précis où une communauté cesse d'organiser sa vie autour de la peur. Ce basculement n'est pas spectaculaire. Il se lie dans la possibilité de prévoir demain, puis la semaine suivante, même modestement. Cette capacité à anticiper parle à toute personne ayant connu un environnement fragilisé, où l'on ne calcule plus seulement le coût d'une chose, mais le risque de la faire. Pour celui qui s'intéresse aux mécanismes institutionnels, la trajectoire récente offre une autre clé. La stabilisation ne repose pas sur une décision unique, mais sur l'alignement de systèmes simples: sécurité continue, services essentiels fiables et participation locale. Quand ces éléments se renforcent, l'État cesse d'être une abstraction lointaine. Il devient une présence fonctionnelle mesurée par des repères concrets, des écoles ouvertes, de l'eau accessible, des marchés tenus à date fixe. Cette logique interroge directement la manière dont une autorité redevient crédible dans des zones longtemps abandonnées. Pour celui qui reste sceptique, enfin, le terrain propose une invitation méthodologique. Observer les faits avant d'interpréter les intentions. Les habitants ne parlent ni de doctrine ni d'idéologie. Ils parlent de routes praticables, de puits accessibles, d'enseignants présents chaque matin. Parce qu'ils sont vérifiables et répétés, ces indicateurs peuvent servir de base commune, même quand les récits politiques divergent. À travers ces trois portes d'entrée, une même idée se dégage. La stabilisation devient intelligible dès lors qu'on la relie à des gestes ordinaires. C'est cette traduction du terrain vers le regard du public qui permet de suivre l'histoire sans se laisser absorber par les slogans. Transformer une stabilisation naissante en cadre durable exige une méthode lisible fondée sur des actions vérifiables plutôt que sur des promesses générales. L'approche associée à Ibrahim Traoré peut se résumer en 4 étapes, chacune conditionnée par des indicateurs simples. Pour commencer, maintenir la présence civile après les opérations. Les unités mobiles ne doivent pas se retirer dès la sécurisation initiale. Elles restent plusieurs semaines pour ancrer les routines. Un repère clair permet de le vérifier. Continuité des horaires scolaires et diminution des déplacements escortés vers les points de DE. Dans un second temps, assurer la fiabilité des systèmes vitaux. Les puits doivent fonctionner sans interruption, les routes essentielles rester praticables et les marchés ouvrir à date fixe. Chaque rupture fragilise la confiance acquise. Un repère concret, fréquence hebdomadaire des marchés et accès quotidien à l'eau sans incident signalé. Puis, organiser la cogestion communautaire. Anciens, enseignants, artisans et représentants locaux participent à l'arbitrage des conflits mineurs et à l'entretien des infrastructures. Cette implication réduit la dépendance à une supervision extérieure. Un repère de suivi, baisse des zones désertées et augmentation régulière des retours familiaux.
Enfin, renforcer l'inertie sociale positive. Coopératives, réseaux d'entraide et micro-initiatives agricoles densifient le tissu local. Chaque famille revenue devient un point d'ancrage supplémentaire, un repère simple, stabilité des échanges intervillages et maintien des activités économiques de base. Cette feuille de route ne garantit pas l'absence de choc. Elle fournit un cadre pour les absorber sans inversion brutale. Dans cette logique, la stabilisation durable n'est pas un état final, c'est une pratique quotidienne, mesurée par la constance des gestes ordinaires. La question décisive demeure. Ces indicateurs resteront-ils vrais lorsque l'attention se déplacera ailleurs et lorsque la pression se concentrera sur les zones encore fragiles? Ibrahim Traoré, ici, n'est pas une conclusion. Il est un point de méthode qui ne vaut que par sa continuité. À Boulé du Mouhoun, la femme qui avait rouvert son étal parle désormais du bruit du marché comme d'un repère. Ce n'est pas un symbole politique, c'est une preuve quotidienne que l'horizon ne dicte plus chaque mouvement. Elle décrit un détail presque banal, le moment où l'on cesse de compter les minutes avant de rentrer, parce que la place reste vivante jusqu'à la fin de la matinée. Dans le village voisin, le professeur observe ses élèves s'installer chaque jour avec une régularité nouvelle. Les cahiers ouverts sur des tables usées valent pour lui plus qu'un discours. Ils signifient que le temps recommence à se tenir. C'est dans cette trame répétée que l'action associée à Ibrahim Traoré prend sa tonalité la plus juste. Ni héroïsme solitaire, ni rupture spectaculaire, une continuité qui permet à des gestes ordinaires de devenir solides. Les habitants ne décrivent pas une victoire, ils décrivent l'eau accessible, l'école ouverte, le trajet qui redevient faisable. Et lorsque ces fragments s'additionnent, ils composent une stabilité lisible avant même d'être proclamés. La reconstruction avance par répétition, pas par slogan. Ce qui se joue aujourd'hui au Burkina Faso ne se résume pas à une victoire annoncée ni à un échec programmé. C'est un processus discret, porté par des villages qui testent chaque jour la solidité de leur routine retrouvée. Pour suivre cette trajectoire, il faut moins de slogans que d'attention. Regardez si les marchés ouvrent encore, si les puits restent accessibles, si les écoles maintiennent leurs horaires malgré les tensions persistantes. Ce sont ces indicateurs concrets qui disent, mieux que les proclamations, si la stabilisation tient ou si elle vacille. Observer cette histoire, ce n'est pas choisir un camp, c'est choisir une méthode. Cela permet aussi de poser des questions plus justes sur l'action associée à Ibrahim Traoré. Non pas que promet-elle, mais que produit-elle quand la continuité est mise à l'épreuve? Si cette trajectoire vous intéresse, quels signes surveilleriez-vous dans les prochains mois? À quel moment dira-t-on que la stabilisation devient une routine durable et non une parenthèse fragile? Et surtout, que peut-on apprendre de ces micro-stabilités pour comprendre comment des sociétés fragilisées reprennent pas à pas la maîtrise de leur quotidien?